Si vous voulez rejoindre cette conférence, suivez simplement le lien de l'événement qui est sur la même page. Je vais voir si je peux vous mettre ce lien en commentaire. On a avec nous Marie Millet, donc fondatrice de HNES, École d'hypnose et de PNL, hypnothérapeute, des très grandes expériences dans différents domaines dans le développement personnel et qui a déjà aidé des centaines de milliers de personnes, non pas des centaines de milliers, des milliers de personnes, Oui, des milliers. des milliers. On fera le compte un jour, comme ça serait intéressant de pouvoir Je suis à, je crois, 7000 personnes que j'ai accompagnées depuis le début de ma carrière dans des accompagnements individuels. Ok, donc plus de 7000 personnes Oui, à travers de l'hypnose et à travers d'autres outils que tu thérapie utilises. brève, PNL. Oui. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue. On a Isabelle Pernet, hypnothérapeute, euh, travaillant aussi c'est au CHUV, à l'hôpital universitaire du Centre Vaudois. Ça veut dire quoi, CHUV déjà? Centre hospitalier universitaire Centre vaudois. hospitalier, voilà, superbe. Et aussi qui, bien sûr, utilise l'hypnose pour aider les gens à aller mieux dans leur vie. Et Grégory Lambert, qui est aussi avec nous, euh, qui a son cabinet d'hypnose dans la région d'Yverdon Yverdon. et qui est bien sûr spécialisé dans ce domaine. Et moi-même, Patrick de Sépibus, qui est de multiples casquettes, entre autres une où je m'amuse de temps en temps à faire marcher les gens sur le feu pour les aider à casser leurs barrières et peut-être mieux gérer leur stress, vu que c'est le thème de la discussion d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui nous voient en direct sur Facebook, je vous invite à nous rejoindre parce que le but, ce n'est pas que nous partagions notre savoir, quoique oui, mais aussi d'avoir un échange avec les participants pour pouvoir répondre, un, directement à vos questions et deux, aussi avoir peut-être vos propres trucs et astuces, outils, méthodes que vous utilisez pour gérer votre stress. Donc le stress, c'est un peu le mal du siècle, quoi. C'est un des mals du siècle, que ce soit à la maison ou en entreprise. Et je pense que pendant la période complexe qu'on a pu vivre ces 15 derniers mois, beaucoup de gens ont vécu un nouveau stress qui mélangeait travail et famille, parce que se retrouver des fois dans le même espace, ou en tout cas dans un espace restreint, avec chacun ses habitudes, ça peut être amener des stress supplémentaires. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie, Isabelle ou Grégory. Alors oui, le stress, c'est souvent quelque chose qui est à l'origine de certains comportements. Et ces comportements peuvent nous amener à troubler la sérénité, aussi bien la nôtre que celle de notre environnement. Et quand l'environnement est modifié, évidemment qu'on crée un certain nombre de contraintes, de contrariétés, involontaires bien sûr, mais qui sont pour autant très impactants sur notre état interne et sur notre stress. Les niveaux de stress peuvent être différents et modelables en fonction de la manière dont on les appréhende ou de notre propre personnalité, bien sûr. Et donc, ça dépend entre autres de notre personnalité. Quand je dis personnalité, c'est notre construction mentale. On est fait d'une multitude de perceptions et de stratégies mentales qui sont impactées au départ tout simplement par notre éducation, notre environnement, nos apprentissages de vie. Et ce sont des canaux répétitifs que l'on produit involontairement. Là-dedans, notre inconscient a un grand rôle et notre état interne, notre état émotionnel également. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, je dirais, à propos de cette façon de percevoir nos états internes et nos émotions. Et on sait qu'à l'origine de nos comportements, nos émotions sont là
dans la partie la plus inconsciente de chacun d'entre nous et produit effectivement des comportements, des manières d'appréhender la réalité propres à chacun et uniques à chacun. Alors, je rejoins Marie par rapport à ce qu'elle vient de libeller, notamment concernant la gestion du stress. On se rend bien compte que le stress, c'est une réaction physiologique, c'est un syndrome d'adaptation à des changements d'environnement, etc. Et ensuite, chacun va réagir plus ou moins différemment à cet environnement changeant. On va essentiellement agir sur plusieurs parties du cerveau. On ne va pas donner un cours complet de neurologie, mais on a une partie qui s'appelle le cerveau reptilien qui va vraiment gérer notre réaction immédiate à un stress subi. Ensuite, ça va passer par l'analyse du cortex qui est dit néolimbique. Donc, c'est un peu le cortex qui aime bien tout ce qui est coutumier, etc. C'est la partie du cerveau qui aime bien quand on sort de chez soi, si on a l'habitude de prendre à gauche pour aller chercher sa voiture dans le garage, il adore ça. Si une fois, il y a des gens qui ont mis des palplanches puis qu'il faut faire le tour de la maison, ça crée une sorte de petit stress. Alors, c'est un stress, en principe, tout le monde devrait pouvoir s'y adapter, mais ça va créer ce petit stress qui va amener de l'énervement, etc. Car on change un schéma, somme toute un schéma mental de fonctionnement, en changeant la façon de faire. Et ensuite, ces deux cerveaux, le reptilien et le néolimbique, ils aiment bien s'entendre ensemble, ils aiment bien gérer les choses à leur niveau, que rien ne change trop. Et quand on amène du changement, souvent, ça doit passer par une partie supérieure du cerveau qui s'appelle le préfrontal, qui est un cerveau c'est le cerveau des apprentissages, etc., mais qui est beaucoup plus consommateur en énergie, beaucoup plus lent. On parle de 200 millisecondes au niveau du temps d'adaptation, 20 millisecondes pour le néolimbique, 2 millisecondes pour le reptilien. Je vous rappelle, c'est celui qui est quand même responsable de notre survie, donc lui, il doit réagir très vite. Et à un moment, pour pouvoir juguler ce stress, c'est d'ouvrir sa capacité peut-être à plus se connecter sur cette partie préfrontale, etc. Donc voilà. Et c'est là qu'une en partie le coaching ainsi que l'hypnose vont pouvoir amener une autre façon de percevoir ces choses, sachant que le stress est une perception individuelle de chacun. Comme j'aime bien l'expliquer, des gens, on peut les prendre, les mettre dans la cage du lion, ça ne va pas les déranger plus que ça. En principe, c'est quand même le dompteur. D'autres personnes, on va leur montrer la photo d'un chaton et ça va être la crise phobique, les angoisses qui vont monter, etc. Donc, c'est vraiment une perception individuelle qui est liée à chacun par rapport essentiellement à nos 5 sens. Donc, je reviens pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière fois, notre sens visuel, notre sens auditif, notre sens gustatif, olfactif, kinesthésique, ce qu'on appelle le VACOG, dans plusieurs domaines que nous utilisons à l'école. Et voilà, à un moment, c'est de pouvoir vraiment juguler la perception et de pouvoir juste se reposer quand on a un élément qui paraît comme stressant et même quand on doit s'adapter. Donc voilà, c'est un peu la vision que j'ai par rapport à tout ça. Donc Isabelle, tu aurais des trucs pour aider à aller vers ce cerveau, ce néocortex, plutôt que le limbique? Des trucs, alors, une chose que moi j'utilise, qui en général me réussit relativement bien, c'est le fait de pouvoir observer la situation qui est stressante, comme si on était une tierce personne et comme si on la voyait en film, on va dire. Ce qui nous permet déjà, d'une part, de se sortir de cette situation et qui va automatiquement permettre de diminuer le stress et qui va aussi permettre d'avoir une réaction plus appropriée qu'on prendrait avec la distance nécessaire. Ok, mais quand on est dans une période de stress, excuse-moi Marie, mais quand on est dans une période de stress, c'est peut-être pas obligatoirement facile de tout d'un coup prendre cette métaposition, cette position extérieure. Est-ce que toi, tu as un truc qui t'amène justement à dire, ok, je suis stressé, j'arrive à me mettre à me voir de l'extérieur, quoi, à analyser la situation. C'est ça la difficulté de l'action, c'est que souvent quand on est stressé, on oublie tout ça. Ce que moi je propose et je conseille à mes patients, c'est déjà juste de prendre une bonne respiration. Et simplement le fait de respirer permet déjà de prendre cette distance. C'est clair que c'est pas simple à effectuer. C'est aussi une question d'exercice, d'entraînement. Mais je trouve simplement le fait de prendre une respiration quand on arrive dans une situation de stress, c'est quelque chose qui permet déjà de se mettre dans cette métaposition. Ok, donc super. Donc de respirer, en fait, se reconnecter à son corps
une bonne respiration. Moi, j'ai même une expiration, comme si on élimine une partie du stress. Ça va nous permettre de prendre, de voir en fait la situation peut-être avec des autres yeux. Il y a une chose extrêmement intéressante par rapport à ça. Tu as dit on peut s'entraîner. Et alors, est-ce que quelqu'un qui est stressé, ben, par exemple, Grégory prenait l'exemple juste en regardant un chaton parce qu'il a l'image du félin qui l'attaque, alors que c'est un petit chaton. Est-ce qu'on pourrait, à travers l'hypnose ou la PNL ou d'autres outils, travailler sur l'entraînement face à cette situation? Je ne sais pas si Alors, Marie veut expliquer ou Grégory. Oui, Marie, les coups de stress en fait qui nous arrivent, hein, c'est des attaques de panique souvent inconscientes. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment on a la capacité de maîtriser cette partie inconsciente. Ce qu'on sait, c'est que la plupart du temps, quand on a une réaction au stress qui est un peu violente, même surprenante pour soi, c'est qu'on a déjà quelque chose qui se passe au niveau physiologique, hein, et que ce qui se passe dans notre cerveau, dans la diffusion hormonale du cortisol, qui est l'hormone du stress, c'est presque déjà trop tard pour faire la respiration. Effectivement, il y a un petit temps de pause qui se passe, hein, et il y a quelques conseils qu'on va pouvoir donner qui sont en lien avec la possibilité, une fois qu'on constate le stress, mais on passe par cette étape, hein, et c'est comme si on ne pouvait pas rattraper la planche savonnée sur laquelle on est en train de glisser. Et du coup, notre conscient n'est plus en capacité, puisque nos pensées vont 3 fois plus vite que la lumière, y compris les pensées du stress, hein, qui provoquent ces sensations internes, c'est-à-dire je vais avoir les mains moites, je vais avoir le cœur qui tape, je vais avoir la respiration qui s'accélère, des gouttes de sueur, un moment vraiment de panique. Comment on peut gérer notre existence et dans notre existence, notre inconscient. Il y a effectivement tout un long moment qui se passe, qui nous paraît indéfini entre le moment où le coup de stress nous arrive, par surprise. Une fois qu'on l'a vécu, une fois d'ailleurs, bien souvent on va le répéter par la forme que va prendre notre pensée. Je veux dire par là que si vous avez eu un moment, par exemple, et c'était le cas d'une de mes patientes, un moment où vous vous êtes senti peu bien, un peu au bord d'un malaise vagal dans un grand magasin, vous pouvez créer un état de panique qui va être répétitif, c'est-à-dire la prochaine fois que je vais aller dans un grand magasin, ça va se reproduire, je vais tomber dans les pommes, on devra me sauver, on devra appeler l'ambulance, que vont penser les gens, et on commence à construire un état de panique latent. Et pour ça, il faut démonter tous les nœuds mentaux que l'on fait, tous les nœuds inconscients, en les comprenant. Alors, il y a des choses rapides que l'on peut faire, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une analyse cognitive avant de pouvoir atteindre effectivement la gestion du stress. Alors, Isabelle, très justement, dit on peut respirer, mais c'est comme si on avait produit à ce moment-là un ancrage vers je change mon mode de fonctionnement neuronal pour fournir à mon cerveau non plus du cortisol, mais des endorphines qui vont me permettre d'aider mon état interne. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut apprendre dans nos cours à l'école, par exemple, mais aussi comprendre comment fonctionne cette activité neuronale. Ces conseils ou ces accompagnements qu'on peut prendre et mettre en place ensuite, c'est tout d'abord analyser la cause du phénomène, l'origine, le déclencheur, hein, et puis passer à autre chose au niveau de nos pensées, au niveau des actes qu'on peut mettre en place, hein, et également sur des choses très simples qui seront des ancrages personnels qui vont venir des ressources même de la personne qui est en train de devoir gérer ce stress-là. Et le stress, il peut avoir une multitude d'origines. On peut simplement, je parle d'un ancrage, eh bien, faire un sourire à un collègue, par exemple, ou alors utiliser une image, quelque chose de visuel qu'on aura construit sous la forme d'une induction hypnotique
ou post-hypnotique qui permettra à la personne de changer la direction de sa projection mentale. Et ça permet effectivement ainsi de modifier et de faire le point intérieur, de contrer le stress qui s'est mis en place. Et c'est tout un processus mental qui va ensuite être utilisé comme un automatisme. Quand je parle d'automatisme, c'est des choses qui s'acquièrent par un apprentissage. Cet apprentissage, il peut être conduit par un coach en hypnose ou un coach en PNL qui va permettre à la personne de vraiment aller chercher la concentration sur ses propres ressources pour dépasser son stress. Le stress, il peut être fourni aussi par la peur du vide, par exemple, mais également par une situation plus globale qui serait, Patrick de Sépibus en parlait tout à l'heure, un environnement familial avec un bureau à la maison, des enfants qui courent partout, deux parents occupés pour autant à devoir gérer, et puis les crèches fermées. Et du coup, cet environnement-là demandera à la personne qui souffre du stress par cet environnement de pouvoir gérer sa perception de cet environnement pour pas continuer de faire monter ce cortisol qui, effectivement, crée ensuite des symptômes qui deviennent des symptômes physiques qui peuvent mener soit au burn-out, soit à la dépression pour certains. Donc j'aime beaucoup ce que tu dis, et puis ça rejoint certaines choses qui ont été dites par Isabelle et Grégory. La première chose, c'est qu'on peut mettre en place des systèmes, on va dire, pour que ces déclencheurs qui vont amener au stress ne soient pas aussi violents, aussi puissants. Et ça j'aime beaucoup. Il y a le côté perception, le sens que je donne à la situation, qui est fantastique, et de se dire, ben voilà, est-ce que je peux changer ce sens? Et je me rappelle d'un interview de Simon Sinek qui avait simplement écouté les journalistes poser des questions aux sportifs des Jeux Olympiques à Londres. Et ces sportifs, le journaliste, parce qu'il n'est pas sportif de haut niveau, quand il pose la question, il va dire « Ah, mais vous étiez stressé avant le départ ». Et là, on parle des symptômes que tu as décrits tout à l'heure, main moite, peut-être un peu de transpiration, le cœur qui bat, le souffle court, tous ces symptômes liés au stress, tous ces symptômes qui sont je sors de ma zone de confort dans un certain sens, peut-être. Et après, le sens qu'on lui donne. C'est le journaliste, face à ces symptômes, lui, son réflexe, c'est mais la personne est stressée. Et qu'est-ce que les sportifs répondaient? Non, je n'étais pas stressé, j'étais excité. Et donc, face à une situation qui est stressante, parce que c'est une course, ils ont peut-être travaillé pendant 20 ans pour arriver au niveau où ils sont, pour aller gagner une médaille olympique. Donc il y a quand même une pression énorme. Et du coup, avec les mêmes symptômes, comme disait Grégory, en fait, je donne un autre sens. Et boum, je ne suis pas stressé. Donc, je ne suis plus sous l'effet de la cortisol, mais je suis sous l'effet peut-être d'autres hormones qui sont beaucoup plus constructives pour moi. Et ça, c'est vraiment le côté sens. Alors, pour le sportif qui s'est entraîné aussi à ça, d'une façon ou d'une autre, peut-être à travers de l'hypnose, peut-être à travers de la sophrologie ou de la PNL ou d'autres choses, et c'est assez fantastique. Ça rejoint une autre histoire. Une des personnes avec qui j'organisais les marches sur le feu, qui venait m'aider pour les marches sur le feu à une époque, lui avait été guitariste, un peu plus qu'amateur, parce qu'il s'est retrouvé un jour sur la même scène. Alors ça, c'est pour notre génération, mais que Supertramp. Donc, il était en pré-concert, le Supertramp, donc il était tout content parce que, waouh, je rencontre un des grands guitaristes du moment. Et puis, ils sont en arrière-scène. Et ce qui était extrêmement marrant, c'est que cet ami accompagnait des gens, entre autres des jeunes, avant pour la recherche d'emploi. Donc, c'était des jeunes qui fassent, par exemple, un interview, étaient hyper stressés. Interview pour un job, j'ai les mains moites,
j'ai le cœur qui bat fort, je ne sais plus quoi dire, je bégaye, etc. etc. Et en anglais, c'est stage fright, hein, c'est la peur de la scène, dans un certain sens. Hein. Et puis, mon ami lui demande au guitariste de Supertramp, mais comment tu fais pour dépasser ça? Parce qu'on l'a tous. Il ne faut pas croire que les gens qui parlent sur scène n'ont plus de stress, entre guillemets, mais ils l'ont transformé. Et le gars lui dit, mais écoute, moi, quand je sens que mes mains sont moites, que j'ai le cœur qui bat, que je sens que je transpire plus que d'habitude, que j'ai la boule au ventre, etc., ben, je sais que je vais donner le meilleur concert de ma vie. Donc, c'est cet changement de focus, de focalisation, hein, qui permet, au lieu d'être stressé, d'amener le meilleur. Il y a Grégory qui voulait intervenir tout à l'heure. Alors, on va t'écouter. Je rejoins Marie et je te rejoins aussi hein, par rapport à cette perception du stress. De nouveau, ça se rattache quand même à des choses qui sont assez ancestrales chez nous, somme toute. J'aime bien prendre l'exemple de quand on était des petits hommes de Cro-Magnon, qu'on sortait de notre caverne avec notre massue. Il faut savoir que par rapport au stress, on a trois façons de réagir au stress. On a un stress de lutte qui est vraiment un stress dans lequel on va vouloir combattre l'agent stressant, voilà, qui va justement nous motiver. On a un stress de fuite qui va, lui, par contre, justement, va plutôt nous faire tendance à même dans une situation de négociation, etc., où on va adhérer à ce que l'autre va nous proposer pour passer la situation, même si ça ne nous convient pas complètement. Puis on a une troisième phase de stress, qui est le stress d'inhibition. C'est un état sidératif dans lequel on se retrouve typiquement les étudiants en phase d'examen, ils savent qu'ils ont tout potassé. À un moment, il y a la question qui arrive aux oraux, puis tout est bien rangé dans un classeur dans la tête, mais il n'y a plus d'accès. Donc, c'est pour ça que j'aime bien prendre cet exemple de petit homme de Cro-Magnon. Quand on était des Cro-Mignons, qu'on sortait de notre caverne avec notre massue, qu'on voyait un mammouth, on se disait, ah, il va y avoir à manger pour toute la tribu pendant tout l'hiver. On allait transformer ce mammouth en viande séchée. Quand on arrivait à un grand coup de massue sur les défenses du mammouth, alors là, on était vraiment à fond dans ce stress d'excitation, ce stress de lutte, etc. On voulait, excusez-moi le terme, bouffer du mammouth. Un coup de massue sur les défenses qui généralement avait pour résultat de plutôt énerver le mammouth. C'est après on a développé des techniques de chasse en groupe qui étaient un peu plus fiables. À ce moment-là, notre stress se transformait rapidement en stress de fuite parce que le mammouth nous regardait avec ses petits yeux, un grand cri et il commençait à nous courir après. Donc là, stress de fuite, j'ai pas envie de me faire piétiner par le mammouth. Et quand on arrive au pied de la falaise, justement, le stress de sidération, d'inhibition, comme les opossums dans l'âge de glace pour ceux qui ont vu le film, c'est-à-dire qu'on se couche, on fait semblant d'être mort en espérant que le mammouth va nous fichelaper. Effectivement, à ce moment-là, ce qui se passe dans notre corps, c'est on a cette libération d'adrénaline, de cortisol. Il faut savoir que l'adrénaline, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement rapide, qui nous booste, qui nous donne un grand coup de boost, mais qui dure relativement peu de temps. Et ensuite, il y a le cortisol qui vient juguler l'adrénaline, qui s'écoule au niveau hormonal pendant les 2 heures suivant la fin de la phase de stress. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que beaucoup de gens après vont partir sur des comportements addictifs, style vouloir s'allumer une cigarette pour croire qu'on va juguler ce stress. En fait, ce qui va se faire quand on allume sa cigarette, ça reprend ce que Isabelle disait. On va simplement faire une bonne aspiration. Et cette aspiration, au moment où on va expirer longuement, va permettre de justement créer des hormones du bien-être, donc l'ocytocine, les endorphines, la DHEA, la sérotonine et la mélatonine, et qui va justement permettre de rabaisser tout ça, enfin de rabaisser ce facteur stress. Et c'est vrai que la bonne inspiration, c'est quelque chose qu'on a tout à fait de manière naturelle. Typiquement, on reçoit un courrier des impôts, etc. On ne sait pas quelle sauce on va te manger. La première chose, quand on a glissé notre ouvre-lettre, c'est on prend d'abord une bonne inspiration. On ouvre, puis après, on regarde voilà, quelle est la nouvelle qui nous a annoncé. Donc, c'est une réaction qui est physiologique de respirer profondément. Et le problème qu'il y a, c'est que souvent, on bloque sa respiration à un niveau thoracique, ce qui fait qu'on n'a plus du tout accès à une respiration profonde et on rentre dans des phases d'hyperventilation, etc. Et c'est vrai que par les techniques qu'on peut apprendre, il y a des techniques qui sont toutes simples, qui vont permettre de travailler aussi en amont la gestion du stress pour pouvoir ramener du bien-être déjà au quotidien et simplement de baisser le facteur stress. À un moment, c'est un jeu d'équilibre où on va d'un côté activer le système orthosympathique, donc c'est quel système qui va nous générer ce stress,
Et quand le stress est présent, c'est pouvoir activer le système parasympathique, donc paracompte, qui va lutter contre toutes ces hormones du stress. Et à un moment, c'est juste un jeu de balance. Et effectivement, de se retrouver dans une situation à domicile avec les enfants qui nous tournent autour, un bureau qui n'est pas adapté, notre patron qui nous demande des résultats, une imprimante qui ne fonctionne pas, etc., va générer du stress. Et à un moment, c'est juste de pouvoir se reposer dans la situation et vraiment faire aussi la part des choses et aussi de pouvoir peut-être séquencer un peu mieux ce qu'on fait, tout en sachant que quand on a des enfants qui nous tournent autour, les séquencer, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Merci Grégory, superbe. Et donc, la respiration, un truc pour s'en sortir, se focaliser sur autre chose, changer le sens, on va dire plutôt. Alors, changer le sens, la problématique, c'est que au moment où ça arrive, on n'est pas dans notre néocortex. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des façons faciles de préparer ça, en fait? Voilà, de m'entraîner pour changer de sens. C'est des choses qui s'apprennent effectivement à travers des formations sur cette gestion du stress, etc. Typiquement, c'est d'obtenir ce qu'on appelle une vision périphérique. Alors ça, j'invite les auditeurs à venir découvrir ce que peut être une vision périphérique. C'est des moments qui, plus on va les utiliser, plus on va rentrer facilement dedans. Et comme tu disais, après, c'est quand même un apprentissage individuel, mais c'est comme tout, je veux dire, la chose la plus dure qu'on a appris dans la vie, c'est apprendre à marcher. Ça demande une telle sollicitation au niveau de notre encéphale, enfin de notre cerveau et de nos muscles. C'est des choses que, techniquement, c'est quelque chose qui est impossible quasiment à reproduire, même dans un modèle informatique. C'est extrêmement complexe. Et ça, en principe, tout le monde y arrive. Bon, voilà, plus ou moins bien, mais bref. Donc, c'est des choses qui doivent s'apprendre, effectivement. Et malheureusement, l'école ne nous apprend pas forcément à ça. On rentre dans une dogmatisation, on rentre aussi une culture du stress où on veut obtenir déjà une résistance au stress, mais qui est souvent une résistance alors justement, de nouveau, les gens mettent toutes sortes de comportements pour juguler ce stress. On peut voir dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'assurance, on sait très bien, voilà, pas tout le monde, mais certaines personnes carburent avec différents produits qui ne sont pas totalement légaux, qui font peut-être même un peu rigoler la bouche pour permettre de tenir l'effort. Alors qu'on a d'autres gens, entre guillemets, ça va peut-être être quelque chose de plus naturel, mais c'est peut-être des gens qui sont aussi plus proches d'eux, qui ont peut-être une connaissance différente et qui savent se ressourcer, avoir des moments de ressourcement. Et c'est pour ça que tout ce qu'on peut donner à travers les formations d'HNES est quelque chose qui va amener à trouver des ressources. Alors, donc, je parlais avant de cette vision périphérique, il y a cette respiration. Après, on peut aussi apprendre à poser des ancrages. Ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup utilisé en PNL comme en hypnose. Marie parlait avant de suggestions, d'induction et de suggestions post-hypnotiques dans lesquelles, au terme d'une induction hypnotique, on va poser un ancrage pour permettre à la personne de revenir correctement, créer un réflexe qu'on appelle pavlovien. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, on va aller voir l'expérience de Pavlov. Alors, le but, c'est pas de faire sonner une cloche puis de saliver quand on est stressé, mais c'est quelque chose qu'on va utiliser les mêmes déclencheurs. Donc, c'est des choses qui sont à notre disposition. Donc, Pardon. Vas-y, Isabelle. Effectivement, je te rejoins, Grégory. C'est une question d'entraînement. Ça s'apprend. Et ce sont les techniques que nous pouvons vous apprendre au sein de HNES. Il y en a une multitude qui peuvent être adaptées sur mesure pour chaque personne. C'est aussi ce qui rend cette profession, cette situation d'accompagnement de personnes juste merveilleuse parce qu'on recommence à chaque fois. Il n'y a pas de solution toute faite. Et puis, c'est ce que moi, j'apprécie beaucoup. On a un cadre, on a des procédures que chacun peut apprendre. Et c'est vraiment une des meilleures façons d'arriver à gérer ce stress, c'est d'arriver justement avec cet entraînement, ces connaissances qu'on a pu apprendre, que ce soit en tant que patient dans une consultation ou dans une formation de développement personnel. Et c'est ça qui va nous permettre de gérer notre stress d'une façon plus appropriée. Je voudrais encore rebondir sur ce que nous a dit Grégory à propos de certaines drogues qui donneraient le sourire de manière immédiate.
dans les drogues, il n'y a rien d'autre de plus que ce que ça produit réellement dans notre cerveau. Et ce qu'on sait, c'est qu'on peut produire le même genre de résultat et obtenir un sourire, non pas béat, mais un sourire et une ouverture sur la vie en utilisant des techniques qui sont une manière de savoir comment passer à autre chose quand on est impacté par un déclencheur de stress. Effectivement, nous apprenons comment on peut générer de nouvelles pensées, comment on peut mettre en acte certaines choses. On peut se rappeler aussi qu'on interprète peut-être mal la situation et apprendre qu'est-ce que c'est que interpréter mal la situation. On crée souvent des limites, des obstacles dans nos vies qui ne sont qu'une perception de la réalité. Et comprendre ce qu'est la réalité, c'est aussi changer la direction du projecteur parfois sur le sujet ou l'objet du stress. Ainsi, on peut comprendre et apprendre comment on peut se concentrer sur la relativisation des faits et puis modifier des habitudes ou des perceptions. C'est ainsi que dans certains processus d'accompagnement, ce qu'on appelle la thérapie brève aussi. Pourquoi? Parce que, comme Grégory le disait, on a appris à marcher. On avait entre 1 et 2 ans en moyenne. On est tombé entre 1000 et 1500 fois sur nos fesses avant de pouvoir vraiment traverser un espace sans se prendre les pieds dans le tapis, dans un seuil ou perdre l'équilibre. Aujourd'hui, comment marchez-vous? Personne ne se pose plus jamais la question. On peut prendre aussi l'exemple de l'apprentissage de la conduite automobile. Et je vais vous parler de moi. Quand je me suis retrouvée avec un volant entre les mains, le volant, ça allait, j'avais 2 mains. Les pédales, il y en avait 3, j'avais que 2 pieds. C'était déjà nettement plus compliqué. J'ai mis du temps à me sentir assez assurée pour prendre le volant et avoir mon permis de conduire. Aujourd'hui, je ne me pose plus jamais la question. Quand je tourne à droite, je mets mon clignotant, je regarde à gauche. Enfin, tout se passe bien. Et j'utilise mes 2 pieds sur 3 pédales si j'ai une voiture qui n'est pas automatique. Donc, ça veut dire que dans tout apprentissage, il y a un moment d'adaptation qui va utiliser toutes nos perceptions cérébrales et nos 3 cerveaux, comme en parlait Grégory tout à l'heure, à la fois notre côté analytique, la partie instinctive, la partie émotionnelle. Ces 3 cerveaux, ils nous servent sans cesse dans tout apprentissage, y compris dans ceux qui sont adaptés à la gestion du stress. Donc, pour créer de nouvelles perceptions et modifier nos impacts ou les impacts qui peuvent nous stresser, on va apprendre comment, dans nos ressources personnelles, parce qu'il s'agit vraiment d'aller en chacun de soi dans ses propres ressources et sa propre perception des choses pour pouvoir créer un nouvel apprentissage, donc un nouveau système de connexion neuronale qui va permettre à notre réactivité inconsciente, qui de ce coup-là n'a plus rien à voir avec l'analyse, mais avec une réaction, à changer notre perception et donc à changer les symptômes qui peuvent se produire ou à décider, comme le disait Patrick tout à l'heure, comment je peux modifier un stress qui serait destructeur en utilisant le stress qui va devenir positif, c'est-à-dire qui va stimuler la noradrénaline et qui va nous stimuler tout notre système neuronal au niveau des endorphines. Et là, on sera dans une façon très spontanée. Pour certains, je vais me mettre de la musique, pour d'autres, je vais manger un carré de choc. Ce qu'on sait, c'est que quand on coupe ou quand on fait une rupture mentale, on peut simplement créer quelque chose dans notre cerveau qui va modifier déjà ce qui va couper l'origine du stress. C'est-à-dire qu'on va faire une rupture du pattern, comme on le fait en hypnose, qui va mettre notre cerveau dans un moment de flottement et on va profiter de ce moment de flottement pour créer des ancrages qui vont nous permettre
de faire cette fameuse respiration conscience, ou alors de pouvoir créer un ancrage qui peut être un ancrage analogique à une situation visuelle qu'on aura créée avec la personne et qui nous l'aura apporté, et avec le détail qu'elle nous aura apporté dans l'utilisation aussi de nos 5 sens. C'est-à-dire qu'en stimulant le VACOG, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le gustatif et l'auditif, on va créer quelque chose qui va permettre à notre cerveau d'aller dans un autre espace, dans une autre sphère, un autre univers, et du coup, le stress va du coup ne plus être présent, ne plus avoir la priorité, et ça va nous permettre de pouvoir gérer ces situations récurrentes qui nous amenaient le stress jusqu'alors. C'est une façon de transformer le… Là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon, c'est une façon que tu dis, effectivement, de changer ce stress qui est en fait un stress qui peut être dépassé en stress motivationnel. Et c'est ça qui est intéressant, comme tu dis, de passer à travers ces 5 sens. Alors, de nouveau, ça, c'est quelque chose qu'on pourra vous expliquer pendant les cours, mais à travers ces 5 sens, d'induire de nouvelles croyances, des croyances qui vont devenir extrêmement dures à enlever. Et ces croyances, il y a beaucoup de choses qui nous ont été induites depuis notre enfance qui amènent à justement des réactions au stress qui sont totalement disproportionnées. Je reviens à cet état de comment dire, ces 3 réactions au stress que je proposais, où à un moment, le stress dépassé va plus du tout nous permettre d'avoir une analyse logique de la situation et va nous conduire justement à faire de toutes sortes et n'importe quoi comme choses qui vont amener du stress en plus. Donc, à un moment, on va rentrer dans une espèce de spirale infernale qui, plutôt que de nous amener à quelque chose de positif, va créer des problèmes aussi au niveau de l'appétence qui va être perdue. On va peut-être avoir même des crises au niveau des diarrhées qui peuvent se provoquer chez certaines personnes, des problèmes intestinaux, etc., qui font que, voilà, toute cette décharge d'hormones dans notre corps fait que le corps va réagir, mais pas forcément de la situation la plus adaptée. J'aime bien comparer cette situation par rapport à des engagements qui peuvent être vus dans des personnes qui sont engagées dans des conflits armés, notamment des militaires, où on parle en langage militaire clairement d'une situation brune. Vous allez très rapidement comprendre pourquoi, mais on explique bien qu'un militaire, quand il est exposé au front, la première fois qu'il y a un échange de feu, où lui-même se fait tirer dessus, où lui doit utiliser son arme, on a souvent des militaires qui déclenchent une diarrhée extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une libération, là c'est une réaction qui est totalement physiologique, mais une libération de bile extrêmement rapide dans les intestins pour pouvoir, en cas de blessure, avoir les intestins les plus proches, les plus propres possibles, ce qui conduit à avoir des diarrhées, mais qui sont extrêmement violentes, qui sont extrêmement liquides. Et on se rend bien compte que c'est une réaction à une émotion, mais qui se ressent au niveau physiologique sur la personne. Et à un moment, c'est juste de pouvoir mettre le curseur. Alors, c'est ce qu'on a appelé une densification de la personne par rapport à un engagement armé, mais il faut qu'on puisse donner tous les outils à une personne pour qu'elle puisse affronter les situations qu'elle a affrontées. Alors, j'espère bien qu'au quotidien, vous n'ayez pas affronté ce genre de situation, sinon on peut se poser des questions, mais heureusement, dans un pays qui a une certaine neutralité, une certaine stabilité au niveau de la paix. Mais voilà, certaines personnes ne peuvent pas comprendre, sont traitées depuis des années avec toutes sortes de produits par rapport à des ulcères, par rapport à des choses comme ça, qui sont juste des résultantes d'un stress, donc de ce syndrome d'adaptation qui n'est justement plus du tout adapté. Et adaptare, c'est vraiment utiliser, enfin, c'est pouvoir s'adapter à la situation, mais en connaissant la situation, à un moment, ce qui génère aussi du stress, c'est d'avoir l'inconnu de la situation, et c'est juste de permettre aux gens de se dire, OK, il y a une inconnue là, mais je sors de ma zone de confort, je vais peut-être réquisitionner justement cette partie plus préfrontale de mon cerveau, je reviens à ce que j'expliquais au début, mais c'est juste de pouvoir, changer, de prendre cette empare, cette vision méta, comme expliquait Patrick, comme expliquait Isabelle, pour pouvoir poser tout ça et se retrouver plus calme. Oui, en effet. Alors, merci Grégory. Et si on prend l'exemple des soldats, hein, ils sont entraînés à des réactions automatiques. Par exemple, simplement monter, démonter le fusil, où ils les font des milliers de fois pour qu'ils soient toujours capables de le faire sous stress et que ce soit un automatisme. Donc, on peut créer des automatismes qui vont toujours être applicables, même en période de surstress. Alors là, on parle beaucoup du stress, on va dire, immédiat, hein, comme tu disais, le mammouth
le tigre ou des choses comme ça. Maintenant, il y a aussi des gens qui sont stressés parce que c'est un cumul de choses. Hein, aujourd'hui, si on reprend en fait l'exemple de la personne chez elle, avec la famille, en train de travailler, le patron qui a les deadlines, etc., en fait, c'est juste un cumul de choses. Ce n'est pas une réaction par rapport à un danger, mais c'est plus quelque chose de, voilà, je ne sais pas quoi faire parce qu'il y a trop. Alors là, quels seraient les trucs simples à utiliser? Alors, à mon sens, ça reste quand même une perception parce que c'est perçu comme un danger. Donc, ça peut être par rapport à nos valeurs propres, hein, typiquement une valeur de loyauté envers son patron, mais qui vaut aussi une valeur de loyauté envers sa famille, etc. Donc, à un moment, c'est juste, donc je parlais déjà de séquençage avant de pouvoir un peu faire la part des choses dans tout ça. C'est aussi de pouvoir s'adapter. C'est typiquement une personne qui a, je sais pas, qui a l'habitude de faire son 7h30 midi, 13h, 16h au boulot, puis après de s'occuper des enfants, à un moment, il y a tout qui est mis ensemble, c'est peut-être se dire, je vais peut-être profiter du moment où les enfants seront couchés pour faire une partie de mon boulot, pour autant que j'ai pas des choses à faire en visioconférence ou comme ça, et peut-être se dire, voilà, je décale, peut-être je me fais déjà le matin, je fais peut-être à 6h, 8h en attendant que les enfants se lèvent, et après, c'est aussi d'apprendre à la personne de changer sa façon de bosser. Donc, pour moi, la réaction au stress, ça reste quand même une réaction de notre reptilien qui se sent dépassé par la situation, qui se sent en danger. Mais après, c'est ce cumul qui va faire que, oui, typiquement, je traverse un pont, le pont commence à craquer, je vois que l'eau gonfle parce qu'il y a eu un orage, etc. Et c'est tout cet ensemble de choses qui font que, waouh, la peur s'installe. La peur, est ce que Marie expliquait, donc les déclenchements, les mains moites, le cœur qui s'emballe, des malaises, mais pour certaines personnes, ce qu'on appelle un malaise vagal. C'est pour ça que maintenant, on parle aussi de plus en plus de théorie polyvagale, mais ça, je l'expliquerai peut-être une autre fois, justement, ce nerf vague, cette liaison qui est entre notre cerveau et notre cœur, pour reprendre un peu cette théorie sur la respiration, etc. Mais il y a plein de choses à exploiter. Donc, à un moment, c'est juste de permettre à la personne de changer son mode de fonctionnement, son mode de perception à travers cette situation qu'il vit. Alors, fort heureusement, on arrive quand même en principe, je touche du bois au terme de cette période un peu particulière de confinement, où en principe, les choses devraient pouvoir devenir un peu plus routinières, etc. Mais personnellement, moi, par rapport à mon autre activité, je me suis retrouvé pendant un certain temps à la maison où je me suis rendu compte que de pouvoir avoir cette liberté dans la façon d'agir et réagir m'a permis de ne pas avoir forcément le stress du téléphone aussi par rapport à des gens qui demandaient des renseignements, tout ça, de juste faire une avance considérable. Et au sein de l'institution dans laquelle je travaille, on s'est rendu compte que bon nombre de gens qui étaient à la maison avaient un autre mode de fonctionnement, mais simplement de pouvoir s'adapter différemment puis de travailler avec des créneaux d'horaire peut-être totalement différents. Pour une personne vespérale, peut-être même se dire, j'en sais rien, je prends un exemple, mais je bosse entre 11h le soir et 3h le matin. Alors, voilà, je ne dis pas de bosser comme ça, mais ça permettait d'être beaucoup plus productif. Et certaines personnes, par rapport à une journée de boulot à 8h30, où vous êtes attiré par la pause café avec les collègues, vous êtes attiré par les discussions qui servent à rien dans les bureaux, etc., d'être vraiment pleinement dedans, tout d'un coup, sur 6 heures, on sait quasiment le boulot qu'on aurait pu faire en 9 heures de temps. Qu'on observe là, et je vais rebondir encore une fois, Grégory, sur tes propos, c'est que finalement, on a, et on peut observer qu'effectivement, durant cette période de confinement, les personnes ont changé un certain nombre de leurs croyances limitantes, puisque fallait aller au bureau à 7h30 jusqu'à 5h le soir, et qu'on peut faire ça à la maison. Bien des personnes au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, étaient paniqués à l'idée de l'organisation à la maison et de comment on va se réorganiser. On peut rester focal sur la panique et l'amplifier, donc créer une croyance limitante encore plus grande qui va nous empêcher une évolution, donc qui va créer du stress aussi. Je remarque dans mon cabinet que bien des personnes qui arrivent ont des croyances sur certains propos, sur certaines perceptions d'eux-mêmes ou de leur fonctionnement qui les bloquent complètement pour avancer dans leur vie. Et donc, bon, on abordera les croyances encore dans une autre conférence probablement, mais ça touche de tellement près ce qui peut construire nos moments de stress. Voilà ce que j'avais à dire à propos de ce que tu viens de souligner, Grégory. Oui, merci.
Et une chose hein, pour les gens qui sont en train de nous regarder, alors déjà, toutes nos conférences, en tout cas, une grande partie de celles-ci, c'est des conférences participatives, donc vous êtes bien invités à venir directement poser vos questions. Si vous voyez en différé, ben, mettez un commentaire, comme ça on peut aussi répondre aux questions dans une autre conférence. Et si c'est peut-être un sujet important, ben, posez vos questions. Vous pouvez toujours utiliser, alors soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, les moyens pour communiquer avec nous et demander des renseignements. L'idée de ces conférences participatives, c'est d'en faire 2 par mois, une fois le samedi matin et une fois le jeudi en fin de journée. Les dates, ben pour avoir les dates, simplement suivez nos pages. Ça, c'est la meilleure manière. Suivez nos pages, comme ça, vous pouvez avoir les dates de nos différents échanges. Des choses extrêmement importantes. Moi, ce que je voulais dire, par exemple, pour ceux qui sont submergés par les tâches, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent aussi, les gens ont ce qu'on appelle cette to-do list, hein, cette liste de choses à faire. Et le problème de la to-do list, le gros problème de la to-do list, c'est qu'elle ne finit jamais. Hein, on va toujours rajouter quelque chose parce qu'il y a toujours des choses à faire. Et donc, la sensation d'avoir complété quelque chose, elle n'existe plus. Donc, on est toujours en train de courir derrière les choses que j'ai à faire. Ah, mais j'ai encore ça. Ah, mais j'ai encore ça. Mais j'ai encore ça. Et ce que j'ai mis en pratique pour moi et que je conseille vraiment aux gens et que j'ai entendu de beaucoup de personnes, c'est de ne pas faire une to-do list ou d'avoir une to-do list, mais que ce ne soit pas la partie principale de mes choses à faire. Et c'est de faire 3 post-it avec les choses les plus importantes, qui doivent me prendre pas plus de 5 minutes. Et dès le moment où j'ai fait ces 3 post-it, ben, ma journée, elle est finie. Hein, que ce soit la journée professionnelle, et top, et j'ai gagné, j'ai tout fait. Hein. Stephen Covey dirait eat the frog first, donc mangez la grenouille avant. Donc faites aussi dans ces post-it, mettez des choses qui sont peut-être les plus pénibles à faire. Hein, difficile, mais vous savez, vous devez le faire. Et du coup, ces 3 post-it, l'avantage, ben, c'est que, pour votre cerveau, vous avez ce sentiment de satisfaction, de complétude, on peut dire. Et puis après, la to-do list, parce qu'elle n'aura pas disparu complètement, la to-do list, c'est que du bonus. Et ça a un effet, alors c'est extrêmement simple à mettre en place, et ça a un effet extrêmement rapide sur le niveau de stress que je peux avoir. Ben voilà, il fallait que je rentre ça, il fallait que je m'occupe de mes enfants, etc. etc. Hein, donc d'avoir ces priorités. Il y a cette histoire que je pense bientôt tout le monde a vue, hein, de mettre les grosses pierres avant les petites pierres et avant le sable et avant l'eau, parce que si on fait dans l'autre sens, dans le vase, ben, malheureusement, ça ne va pas marcher. Donc, je pense que ça, c'est un des outils aussi extrêmement pratiques pour gérer un stress qui est plus un conflit de je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi mettre en avant en premier, etc. etc. Je ne sais pas, Isabelle, toi, tu utilises des outils comme ça pour gérer le stress de la journée, on va dire? Oui, et effectivement, je me suis rendu compte parce que comme tout le monde, avant de faire mes formations de développement personnel, j'avais ma to-do list qui se finissait jamais. Et cette impression d'arriver à la fin de la journée et de n'avoir rien fait, parce que c'est aussi cette impression que ça donne, ça me mettait dans un stress vraiment insupportable. Et alors, je n'ai pas utilisé les post-it, mais bon, j'ai toujours ma to-do list parce que c'est clair qu'avec un travail d'assistante de direction, il faut que je sois sûre que je n'oublie rien du tout. Par contre, ce que je fais, c'est que je prends dans cette to-do list les choses les plus importantes, 2 ou 3, et en fait, que je sais qu'ils sont réalisables dans la journée, parce qu'il y a ça aussi. Souvent, on se met des objectifs qui sont beaucoup trop importants et on n'y arrive pas. Du coup, on tombe dans la frustration et dans le stress. Donc, en fait, en ayant une liste
de 2 ou 3 activités qui ne sont pas forcément sur des post-it, mais enfin voilà, moi j'ai trouvé ma solution dans un petit cahier. En général, j'arrive au milieu de matinée, ces 3 actions, elles sont faites. Donc déjà, j'ai un point en moins. Et après, le reste de la journée se déroule alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de stress, parce que voilà, dans le monde professionnel, on ne fait pas forcément toujours comme on veut, mais dans un stress gérable. Et en arrivant à la fin de la journée, la satisfaction d'avoir réussi ma journée. Après, il y a des impondérables et il y a des jours où même ces 3 tâches, elles ne seront toujours pas faites à la fin de la journée. Mais en même temps, ça fait partie du jeu. Et une petite analyse va permettre que pour le lendemain, on va positionner les choses différemment et on repart d'un nouveau pied. Le stress redescend et les choses se passent avec une bonne dynamique. Il est ô combien important que l'on puisse effectivement dans chaque journée gérer ce stress pour avoir un bon sommeil. Parce que si on ne parvient pas à mettre ses priorités et à s'auto-congratuler d'avoir déjà fait ce que l'on a fait, on risque d'être très préoccupé pendant la nuit de tout ce que l'on n'a pas fait. Je pense que vos techniques, Patrick et Isabelle, sont hyper performantes pour pouvoir dormir tranquille. Et pour trouver un bon sommeil, j'ai mis pied, c'est que le soir, avant de m'endormir, je réfléchis à 3 choses que j'ai bien faites dans la journée. Yes. Ce qui fait que je passe à quelque chose de positif pour ma nuit. Et je ne suis pas en train de ruminer parce qu'on a tous des choses qu'on n'a pas fait. On n'est pas des Wonder Woman ou des Superman. Mais le fait de se focaliser sur nos réussites de la journée va nous permettre d'avoir une nuit réparatrice. J'ai aussi l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée qui était toujours hyper stressée parce que beaucoup de trajets en voiture pour aller au travail, etc. Cette personne a choisi de faire les trajets en transport public. C'est clair que chaque trajet, au lieu de lui prendre 55 minutes à 1 heure, va lui prendre plus ou moins 1 heure et demie. Mais la différence de dynamique que le transport public lui apporte, le non-stress de la route, fait que, au final, la personne est beaucoup moins fatiguée et gère son stress d'une façon totalement différente. Ah, superbe. Jolie façon de changer un peu justement notre façon de vivre certaines choses. On arrive bientôt au bout. Alors, est-ce que vous voulez terminer avec le mot de la fin? Marie, le mot de la fin pour toi? Alors moi, le mot de la fin, c'est rendez-vous très vite parce que ce que je vais proposer durant le mois de juillet et mes collaborateurs aussi peut-être sous une autre forme, moi je vais faire des propositions en présentiel de petites conférences et de cabinets publics. C'est-à-dire que j'ai plusieurs thèmes, j'ai 4 thèmes à vous proposer. L'idée, c'est qu'ensuite, ça soit quand même rediffusé, enregistré et rediffusé en replay. Alors, les thèmes de ces conférences avec des démonstrations hypnotiques et des compréhensions sur nos divers mécanismes mentaux. La première conférence sera sur l'arrêt du tabac, c'est-à-dire pourquoi ces habitudes et quels sont les mécanismes qui font qu'on est dans cette dépendance et comment se sevrer et avec des démonstrations de ce que peut impacter l'hypnose sur l'arrêt du tabac. Le deuxième sujet, ça va être comment mincir avec l'hypnose en posant un anneau gastrique virtuel pour diminuer son appétit, son appétence, mais ça va aussi bien plus loin que ça puisqu'on va travailler dans le domaine de nos perceptions alimentaires et de la faim, de la satiété et de bien d'autres choses. Donc, le deuxième thème sera celui de aimer son corps, comment mincir et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les personnes qui sont en grande obésité, qui ne souhaitent pas passer par la chirurgie réelle. Le troisième thème, c'est un voyage en hémisphère.
Ce voyage en hémisphère, c'est un moyen de comprendre nos mécanismes mentaux, justement, et les impacts sur nos vies. Et la dernière conférence, c'est comment manager nos stratégies saboteuses. D'expérience, j'ai vécu des moments down comme la plupart des gens et, qui ont vécu. Et donc, on va, dans cette conférence, parler de comment on peut voyager dans l'iceberg de notre conscient et de notre inconscient. Et du coup, comment on va pouvoir aller à la rencontre de nos perturbateurs, de nos saboteurs, et qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. Et là encore, il y aura de la démonstration, et à chaque fois, il y aura dans le public un ou deux volontaires pour venir tester ce qu'on peut faire de manière hypnotique ou pratico-pratique avec des outils de la programmation neurolinguistique. Donc, voilà le projet que je propose pour le mois de juillet à raison d'une présentation par semaine. Et cela se fera dans les locaux de l'école à Yverdon-les-Bains pour ceux que ça intéresse. Super, donc suivez-nous suivez la page HNES pour avoir plus d'informations. Et puis, si vous voulez faire partie des heureux gagnants d'être choisis pour tout de suite qu'on applique sur eux des outils qui vont leur permettre de dépasser certaines choses, inscrivez-vous le plus tôt possible, dès qu'on diffusera l'info. Isabelle, le mot de la fin pour toi? Le mot de la fin, c'est profiter justement de ces conférences que nous allons organiser et auxquelles nous participerons également avec Marie pour venir découvrir l'école, pour venir découvrir les techniques que nous pouvons vous apprendre. La magie de la programmation neurolinguistique et de l'hypnose n'a pas de limite et nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir. Merci Isabelle. Grégory, le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, c'est que, comme on en a parlé, d'avoir ce cadre un petit peu posé, etc., permet aussi de gérer son stress différemment, parce que le stress, on en a quand même besoin. Il faut s'en rappeler que le stress, on ne peut pas s'en débarrasser. Il faut juste avoir un stress qui soit adapté. Donc, moi, afin de pouvoir gérer ce stress de manière correcte, le mot de la fin, c'est qu'il est 9 h du matin. J'ai une formation qui commence à 9 h, donc je vais vous laisser. Je me réjouis de tous vous retrouver, soit aux prochaines conférences, soit en présentiel pour l'équipe d'HNES, et de pouvoir avancer. Merci beaucoup. Merci Grégory, superbe. Merci à tous pour votre participation. Et puis, donc, on se retrouve à nos prochaines conférences, qu'elles soient virtuelles, physiques. Je vous laisse bien sûr mettre des commentaires, poser des questions pour les gens qui voient ça en différé. Aussi, venez participer. En participant, peut-être que vous allez avoir encore un plus grand impact que juste en écoutant. Donc, venez participer à nos conférences. On va aussi, si possible, inviter peut-être des gens dans le domaine ou dans des domaines spécifiques au leadership, à la prise de parole en public, au développement personnel pour justement partager le plus possible. À tout bientôt. Belle journée, très beau week-end à tous. Et puis, tout bon. À bientôt et encouragez nos élèves parce que dans une semaine, ils passent 2 jours d'examen pour avoir leur certification d'hypnopraticien. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. À très vite et merci.